Bonjour à tous. On sait que pour vous, élus du CSE, le temps est compté et le mandat est, disons, assez prenant. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à un truc central, mais qui peut paraître un peu nébuleux parfois, le fameux projet important. Ah oui, le projet important. Un concept clé, mais pas toujours simple à manier. Exactement. Pourtant, c'est essentiel pour l'action du CSE, pour sa crédibilité même. Mais voilà, faut bien comprendre de quoi on parle pour bien s'en servir. Notre mission, si on peut dire, c'est de démystifier ce projet important. Qu'est-ce que c'est vraiment? Quelle est la procédure? Quels sont les pièges à éviter? Et quel rôle peut jouer une expertise là-dedans? L'idée, c'est de donner des repères, des outils concrets pour que les élus puissent se positionner et agir efficacement. Voilà. Prêt? Alors, on plonge, on va décortiquer tout ça ensemble. Bon, commençons par la base, si vous voulez bien. Un projet important. Qu'est-ce que c'est au sens du Code du travail? En fait, c'est ce qui déclenche une procédure bien précise. Oui, la procédure d'information en vue de consultation. C'est le terme officiel. C'est un cadre légal, c'est dans le code. Un cadre légal, mais on voit bien sur le terrain que, bon, l'application, c'est pas toujours ça. Souvent, c'est un peu léger, non? C'est souvent perfectible, disons-le comme ça, oui. On entend beaucoup d'élus dire on reçoit des infos, mais c'est incomplet. Ou alors des présentations très générales, sans vraie analyse d'impact. Ou le grand classique, les documents distribués en pleine réunion de CSE. Oui. Avec la petite phrase bon, on vous demande votre avis maintenant. C'est ça. Et souvent, il y a cette pression pour aller vite, pour être agile, comme ils disent. Oui, l'agilité. Mais bon, cette précipitation, ça peut avoir des conséquences, non? Énorme. Et face à ça, il y a un principe fondamental, vraiment le numéro un. La consultation du CSE, elle doit avoir lieu avant toute décision définitive de l'employeur. Avant, c'est pas juste pour la forme, quoi. Pas du tout. L'employeur peut pas débarquer avec un projet déjà ficelé en disant «validez-moi ça». Non, la Cour de cassation, elle est très claire là-dessus. Même si le projet est décrit de façon un peu vague au début, s'il peut avoir une incidence sur l'organisation, la gestion, la marge de l'entreprise, il doit être soumis à consultation. C'est pas une option, c'est une obligation. D'accord. Préalable, c'est noté. Mais alors, qui décide si un projet est important ou pas? C'est à l'employeur, bien sûr, de donner les éléments, d'informer, mais c'est au CSE, aux élus, d'évaluer les impacts. C'est leur rôle. Et on évalue comment? Quels sont les critères? Il y a le nombre de salariés touchés, évidemment, mais surtout, il faut regarder la nature des changements. Est-ce qu'on introduit de nouveaux outils? Est-ce qu'on change les process? Est-ce qu'on réorganise des services? Est-ce que ça touche aux cadences, à la charge de travail? Tout ça. Des impacts concrets sur le quotidien des gens. Exactement. Et si l'employeur fait l'impasse là-dessus, s'il minimise l'importance du truc? Qu'est-ce qu'on fait? Le CSE n'est pas sans ressources. Il peut aller voir le juge en référé pour demander la suspension du projet et forcer la consultation. Ah oui, quand même. C'est un outil fort. C'est un outil juridique puissant. Et l'utiliser quand c'est nécessaire, ça renforce vraiment la crédibilité du CSE. Ça montre qu'il joue son rôle. Ça nous amène logiquement au deuxième principe clé. Pour pouvoir évaluer, pour pouvoir donner un avis qui tienne la route, le CSE doit avoir les bonnes infos. Des infos suffisantes. Et aussi du temps. C'est le b.a.-ba. Suffisante, ça veut dire quoi? Ça veut dire des infos précises, écrites. Souvent, ça passe par la BDSE, la base de données économiques, sociales et environnementales. La fameuse BDSE, oui. Voilà. Et ces infos, elles doivent être loyales et utiles. Pas juste une plaquette commerciale du projet. Non, faut du contenu. Il faut de la substance. Il faut qu'on puisse comprendre les objectifs réels, les moyens qu'on va mettre en face et surtout, analyser les conséquences possibles. Sur la santé, la sécurité, les conditions de travail. Et une simple note de service ou un PowerPoint rapide, ça suffit pas? Non. La justice l'a dit et redit. Une simple feuille, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir se forger un avis éclairé. Et pour ça, il faut aussi un délai raisonnable pour potasser tout ça. On ne peut pas analyser un dossier complexe en 24 heures. C'est limpide. Principe posé, consultation préalable, infos suffisantes et du temps. Maintenant, la procédure elle-même. On entend souvent information-consultation. Pourquoi ce terme un peu double? Parce que ça reflète bien les deux temps de la procédure et ça correspond aux deux compétences majeures du CSE. D'abord, le droit à être informé régulièrement. C'est une mission de base. Oui, sur la marché générale de l'entreprise. Exactement. Et ensuite, le devoir d'être consulté pour donner un avis sur certaines décisions importantes, comme un projet important justement. Les deux sont liés dans ce cas précis. Ok. Alors, première phase, l'information. Typiquement, ça se passe comment?
La direction arrive en réunion CSE et présente son projet. C'est souvent ça, oui. Présentation du projet. Et là, pour les élus, c'est le moment clé pour poser toutes les questions, gratter un peu, essayer de comprendre ce qu'il y a derrière les mots. Et la direction, elle doit répondre. Elle est tenue de fournir une réponse motivée, pas juste un « circuler, il n'y a rien à voir ». D'accord. Et attention, il y a un point important sur le délai, vous l'avez dit. Oui, très important. Le fameux délai d'1 mois pour rendre l'avis, ou 2 mois s'il y a expertise, on y viendra, ne commence pas le jour de la réunion où on présente le projet. Ah bon? Il commence quand alors? Il commence dès que les informations jugées complètes par le CSE sont mises à disposition. Par exemple, sur la BDESE. Donc, si vous recevez les documents une semaine avant la réunion... Cette semaine est déjà partie du délai d'analyse. Exactement. Et ça réduit d'autant le temps réel pour bosser le dossier. C'est un détail technique, mais qui a de grosses conséquences pratiques. Faut être vigilant là-dessus. Ok. Après l'info, vient la consultation, le moment où le CSE doit donner son avis. C'est ça. Et là encore, ce n'est pas juste lever la main pour dire oui ou non. L'avis, il doit être motivé, c'est-à-dire argumenté, construit, et il doit être collégial. Collégial. Oui, c'est pas l'avis d'un tel ou d'un tel. C'est le résultat d'une délibération, d'une discussion entre élus et d'un vote officiel de l'instance. C'est la position du CSE en tant que collectif. D'accord. Mais alors la question qui tue, celle qu'on entend tout le temps. Notre avis, il est juste consultatif. L'employeur, il en fait ce qu'il veut après. Alors franchement, à quoi ça sert? Ah, la fameuse question. C'est vrai, l'avis n'est pas contraignant, au sens où l'employeur n'est pas obligé de le suivre à la lettre. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il est inutile, loin de là. Pourquoi? Quel est son poids réel? D'abord, un avis bien motivé, ça pose les choses. Ça peut formellement demander une nouvelle consultation, par exemple si le projet est très complexe ou s'il va se faire en plusieurs étapes. D'accord. Ça peut aussi exiger des actions de prévention précises, prioritaires. Et surtout, c'est une trace écrite, argumentée, qui peut servir plus tard. Servir à quoi? Si le projet pose problème une fois mis en place, cet avis peut appuyer une démarche auprès de l'inspection du travail, de la médecine du travail, voire même en justice. C'est un élément de preuve, un acte politique et juridique, faut pas le sous-estimer. Donc c'est pas juste un coup d'épée dans l'eau, c'est un outil stratégique. Exactement. Le but de tout ça, au fond, c'est quoi? C'est de permettre un vrai dialogue social. Que le CSE puisse comprendre, analyser, poser les bonnes questions, faire remonter les inquiétudes du terrain. Et que l'employeur ait aussi un retour. Oui. Un retour critique, mais aussi constructif. Un bon avis, ça interpelle la direction, ça pointe les risques qu'elle n'a peut-être pas vus, ça peut suggérer des améliorations. Et puis pour les élus, un avis clair et argumenté, ça renforce leur légitimité auprès des collègues. Ça montre qu'ils font le job. Très clair. Mais on va être honnête, les élus sont souvent confrontés à des dossiers super techniques. C'est vrai. Parfois, les infos sont pas claires, voire manquantes. Il y a du jargon partout, et toujours cette pression du temps. Comment on fait pour rendre un avis vraiment pertinent dans ces conditions? C'est pas simple. C'est là justement qu'intervient un droit qui est fondamental pour le CSE. C'est un peu son joker, si on veut. C'est le recours à l'expertise. L'expertise. Oui, le Code du travail le dit noir sur blanc. S'il y a un projet important qui risque de modifier les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail, eh bien le CSE peut se faire assister par un expert habilité. C'est pas une faveur qu'on demande, c'est un droit. Et faire appel à un expert, comme Axiom par exemple, ça apporte quoi concrètement? C'est quoi les super pouvoirs de l'expertise? Ah, les bénéfices sont vraiment importants. D'abord, et ça c'est énorme, quand le CSE vote le recours à l'expertise, ça met le projet sur pause. Ça suspend le projet le temps de la mission. Ah oui, ça stoppe tout. Ça stoppe la machine, ça donne de l'air pour analyser. Deuxième chose, ça allonge le délai de consultation. En général, on passe à 2 mois au lieu d'1. Plus de temps. Plus de temps, oui. Troisièmement, l'expert, il a accès légalement à des infos, des documents que parfois le CSE seul a du mal à obtenir de la direction. D'accord. Quatrièmement, il apporte des compétences pointues. Des ergonomes, des psychologues du travail, des ingénieurs, des gens dont c'est le métier de décortiquer ce genre de projet sous l'angle du travail. Des spécialistes. Voilà. Et enfin, son regard extérieur, neutre, ça permet souvent d'objectiver les discussions, de sortir de l'émotionnel et de baser l'analyse sur le travail réel, pas juste sur les belles présentations. Donc c'est bien plus qu'un simple rapport qu'on commande. C'est un outil pour rééquilibrer un peu les choses et garantir une analyse sérieuse. Tout à fait. C'est un moyen d'avoir une analyse approfondie et indépendante. Et quand est-ce qu'un projet mérite justement qu'on déclenche une expertise? C'est quoi les critères?
Les critères principaux, c'est est-ce qu'il y a une modification significative des conditions de travail? Est-ce que ça crée de nouveaux risques pour la santé ou la sécurité? Ou est-ce que ça aggrave des risques qui existent déjà? Et est-ce que le projet a un caractère collectif et durable? Il faut que ça touche plusieurs personnes et que ce soit pas juste un petit ajustement temporaire. Donc pas pour n'importe quoi. Non. Le but de l'expert, c'est pas de tout bloquer systématiquement. C'est d'identifier précisément les impacts concrets, de les documenter sérieusement et surtout de proposer des solutions. Est-ce qu'on peut modifier le projet? Quelles mesures de prévention mettre en place? Quelles actions correctives? L'idée, c'est d'aider à trouver un compromis qui préserve la santé et les conditions de travail. Ça doit rassurer les élus qui se sentent parfois un peu démunis face à la technicité ou au manque d'infos. C'est exactement ça. L'expert, il va aller chercher l'info, il va réclamer les documents qui manquent, il va aller sur le terrain, voir comment les gens travaillent vraiment, il va faire des entretiens confidentiels, c'est important, avec les salariés, la direction, le médecin du travail. Il va confronter ce qu'on lui dit avec la réalité. Pour avoir un diagnostic fiable. Un diagnostic fiable, oui, et des propositions pragmatiques. Ok, l'outil est puissant, on a compris, mais en pratique, comment on fait? Comment on active cette expertise? C'est compliqué? Si on s'y prend bien, non, c'est assez simple. Étape 1, faut repérer à l'heure du jour du CSE le point qui s'appelle « Information en vue de consultation sur le projet machin ». Ça, c'est le signal d'alerte. Le point de départ. Étape 2. On reçoit les documents de l'employeur, normalement au moins 3 jours avant la réunion. Là, faut organiser une réunion préparatoire entre élus. On regarde ce qu'on a reçu. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il manque des choses? Première analyse interne. Voilà. Et étape 3, c'est là où ça devient crucial. C'est l'anticipation. Si en lisant les documents, on se dit « Oula, ça a l'air complexe » ou « Les infos sont légères » ou « Les enjeux pour les collègues sont importants », eh ben, faut pas attendre la réunion CSE, il faut contacter un cabinet d'expertise comme Axiom avant cette réunion. Contacter avant même la présentation officielle. Oui, c'est vraiment le conseil clé. Pourquoi? À cause des délais, toujours ces fameux délais. Expliquez-nous. Une fois que l'expertise est votée, on a dit le délai total pour consulter est de 60 jours. D'accord. Mais l'expert, lui, pour faire son boulot, analyser, enquêter, rédiger son rapport, il n'a souvent que 45 jours à partir du moment où il a toutes les infos. Donc le temps est compté pour lui aussi. Exactement. Chaque jour qu'on attend avant de voter l'expertise, c'est un jour de moins pour le travail de fond de l'expert. Le réflexe sur du jour, reçu, projet qui semble important, coup de fil à l'expert potentiel. C'est ça. Ensuite, pendant la réunion CSE, si les élus confirment leur souhait d'avoir une expertise, vient le moment du vote. Il faut une délibération formelle. Souvent, on lit une résolution préparée, justement avec l'aide de l'expert. Pourquoi c'est important cette résolution préparée? Ça apporte une sécurité juridique. Si jamais l'employeur conteste le recours à l'expertise, avoir une délibération bien rédigée qui explique pourquoi on demande l'expertise et ce qu'on attend, c'est solide devant un juge. Et puis ça sert de cahier des charges clair pour l'expert. On sait où on va. D'accord. Vote de l'expertise. Et après, comment ça se passe concrètement, la mission de l'expert? Alors, le processus est assez cadré par la loi. L'expert désigné prend contact avec le président du CSE, l'employeur ou son représentant. L'employeur doit lui transmettre les documents demandés dans des délais stricts. Puis, l'expert commence son travail. C'est-à-dire? Analyse des documents, bien sûr, mais surtout des entretiens avec les élus, avec la direction, avec des salariés volontaires, avec le médecin du travail, et des observations sur le terrain, par les ergonomes par exemple, pour voir le travail réel. L'expert a accès à l'entreprise? Oui, il a un libre accès au lieu de travail pour sa mission. Et il est tenu au secret professionnel et à une obligation de discrétion. C'est essentiel pour que les salariés puissent parler librement, sans crainte. Et à la fin, il rend son rapport? Oui, mais souvent en 2 temps. D'abord, une restitution aux élus seuls. Ça permet de discuter des constats, des recommandations, d'affiner la stratégie du CSE et de les aider à rédiger leur propre avis motivé. Préparation interne. Voilà. Et ensuite, il y a la présentation officielle du rapport en réunion plénière du CSE devant la direction. D'accord. Maintenant, quelques questions pratiques qui reviennent souvent chez les élus. Quid si l'employeur n'est pas d'accord et conteste le recours à l'expertise? C'est possible, oui. L'employeur peut contester en justice plusieurs choses. Le principe même de l'expertise, est-ce que le projet le justifie? Le choix de l'expert, le coût de la mission, le périmètre demandé. Et si ça va en justice? Alors là, attention, point très important et très stratégique.
Si l'employeur conteste le principe du recours à l'expertise, c'est-à-dire le droit du CSE à avoir un expert sur ce projet, devant le juge, cette action en justice a un effet suspensif. Suspensif. C'est-à-dire... Ça veut dire que non seulement la mission de l'expert est mise en pause en attendant la décision du tribunal, mais le projet de l'employeur lui-même est aussi suspendu. Ah oui, tout est gelé. Tout est gelé jusqu'à ce que le juge tranche. C'est un levier énorme pour le CSE. Ça peut vraiment inciter l'employeur à négocier ou à revoir sa copie plutôt que de s'engager dans une procédure longue et qui bloque son projet. C'est crucial à savoir ça. Autre question, l'argent. Qui paie l'expert? Pour cette expertise spécifique liée à un projet important, article L 2315-94, la règle générale, c'est un partage des coûts. 80% est pris en charge par l'employeur et 20% par le CSE sur son budget de fonctionnement, le fameux budget ASE ou fonctionnement. Le budget du CSE. Voilà. Mais il y a une exception. Si le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir ces 20%, après avoir déjà financé d'autres expertises ou formations obligatoires par exemple, et qu'il n'a pas eu de transfert d'excédent du budget ASE l'année précédente, alors l'employeur peut être amené à payer 100%. Faut vérifier les conditions précises. D'accord, c'est bon à savoir aussi. Et est-ce qu'on peut demander une expertise une fois que le projet est déjà lancé, voire terminé? Si on se rend compte après coup que ça pose problème. Alors, pour l'expertise projet important dont on parle depuis le début, la réponse est non. Elle doit être votée pendant la phase d'information-consultation, avant la mise en œuvre. Trop tard. Trop tard pour celle-là. Par contre, si après le déploiement du projet, des problèmes sérieux apparaissent, des risques graves pour la santé, la sécurité des salariés, et que l'employeur ne réagit pas, malgré les alertes du CSE, alors une autre type d'expertise peut être envisagée, l'expertise pour risques graves. Mais les conditions pour la déclencher sont différentes et plus strictes. Il faut vraiment démontrer l'existence d'un risque actuel et grave. C'est une autre procédure. Une autre procédure, oui. Mieux vaut anticiper avec l'expertise projet important quand c'est possible. Pour que ce soit bien concret pour nos auditeurs, quel genre de projet donne souvent lieu à une expertise Axiom, par exemple? Oh, les cas sont variés. Très souvent, ce sont des projets de réorganisation. Ça peut être un changement de stratégie qui impacte toute l'organisation, une nouvelle organisation par mode projet, une nouvelle sectorisation géographique ou par type de client. Des changements structurels. Oui. On intervient aussi beaucoup sur l'introduction de nouvelles technologies, un nouvel ERP, un nouvel outil informatique majeur, l'arrivée de l'intelligence artificielle dans certains process. Là, il faut analyser l'impact sur les compétences, la charge mentale, le contrôle. Je vois. D'autres exemples? Les projets de déménagement ou de réaménagement importants, bien sûr. Le passage en flex-office, par exemple, c'est un grand classique. La construction d'une nouvelle tour, le regroupement de plusieurs sites. Ça touche directement aux conditions de travail physiques et organisationnelles. Et les restructurations. Évidemment, les plans de sauvegarde de l'emploi, PSE, mais aussi des restructurations plus ciblées. Quand on parle de réorganisation, l'expert va vraiment regarder en détail. Est-ce que la charge de travail est bien évaluée? Est-ce que les objectifs sont réalistes? Quels outils? Quelles formations pour accompagner? Et surtout, quels sont les risques psychosociaux ou physiques induits? C'est très large, en fait. Oui, dès que ça touche de manière significative et collective aux conditions de travail, de santé ou de sécurité, ça peut être éligible. Et la justice, elle a validé des expertises dans quel cas, par exemple? On a des exemples. Oui, la jurisprudence est riche. Par exemple, le déménagement de plus de 100 ingénieurs dans un nouvel open space, ça a été jugé suffisant. Une réorganisation qui touchait seulement 39 personnes, mais avec création et suppression de postes aussi. Même pour un nombre limité de personnes, si l'impact est fort. Exactement. Ou encore, l'harmonisation des horaires de travail pour 400 salariés qui travaillaient en équipe postée. Là, l'impact sur les rythmes biologiques justifiait l'expertise. D'autres cas? La mise en place d'un système d'enregistrement des communications pour évaluer les salariés, source potentielle de stress. L'extension du périmètre des métiers pour certains salariés avec de nouvelles tâches, de nouvelles cadences. L'équipement de tous les techniciens avec des tablettes numériques, ça change le travail. Ou encore un projet de sous-traitance qui menaçait directement 172 postes. Donc, des situations très diverses. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des cas où les juges ont dit « Non, là, l'expertise n'est pas justifiée » ? Oui, bien sûr. Par exemple, une simple réorganisation des rayons dans un magasin, sans modification des horaires ni des cadences de travail, ou un transfert dans de nouveaux locaux où il y avait quelques petits soucis d'ergonomie, mais rien de majeur et collectif. Des ajustements mineurs, en somme. C'est ça. Ou encore la mise en place d'une polyvalence entre deux postes, mais où cette polyvalence existait déjà un peu de manière informelle et n'entraînait pas d'impact majeur. Ou l'installation d'une nouvelle version d'un logiciel déjà bien connu des salariés,
où l'effort d'apprentissage était limité. Donc, il faut vraiment un changement substantiel. Voilà. L'analyse se fait au cas par cas, en regardant l'ampleur réelle des modifications sur le travail et ses conditions de réalisation. Bon, si on essaie de résumer tout ça, le projet important, avec sa procédure d'information-consultation, c'est pas juste une case à cocher dans la vie du CSE. Ah non, loin de là. C'est vraiment une opportunité majeure pour le CSE d'exercer son mandat à fond, d'influencer les décisions de l'employeur, de protéger concrètement les conditions de travail, la santé des salariés. C'est un levier d'action. Un levier puissant. Et face à la complexité des dossiers, au manque d'infos parfois, au jargon technique. Il ne faut pas rester seul. Exactement. Le droit à l'expertise, c'est la bouée de sauvetage, l'outil pour ne pas être démuni. Mais le mot-clé, on l'a dit, c'est l'anticipation. Contactez l'expert tôt. Contacter un expert comme axiome le plus tôt possible, dès qu'on sent que le projet est sérieux. Ça permet de bien préparer la consultation, de maximiser les chances d'avoir une expertise de qualité, et une expertise solide, ça débouche sur quoi ? Sur des constats clairs, des recommandations concrètes, et souvent sur des modifications réelles du projet initial pour mieux protéger les salariés. Des résultats tangibles ? Oui, c'est ça l'objectif. Très bien. Et pour terminer, peut-être une petite question pour ouvrir la réflexion de nos auditeurs. Au-delà de réagir au projet que la direction met sur la table, est-ce que toutes ces analyses, ces consultations, ces expertises sur les projets importants, est-ce que ça ne pourrait pas aussi aider le CSE à devenir plus proactif ? C'est une excellente question. Comment utiliser tout ce qu'on apprend sur l'impact des décisions sur le travail réel pour influencer les discussions sur l'organisation, sur le bien-être, avant même qu'un projet formel ne soit présenté ? Comment passer de la réaction à l'anticipation stratégique ? C'est tout l'enjeu de faire vivre le dialogue social en continu, et pas seulement sur les gros projets. Utiliser les enseignements des expertises passées pour nourrir les discussions régulières sur les conditions de travail. Une piste intéressante à explorer pour renforcer encore le rôle et l'influence du CSE. En tout cas, pour celles et ceux qui veulent approfondir tout ce qu'on vient de dire, on le rappelle, le livre blanc numéro 15 d'Axiom est une mine d'or. Il est disponible sur leur site .axiom-réseau.com. N'hésitez pas à le consulter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur ce sujet dense mais essentiel. Merci beaucoup pour vos éclairages. Merci à vous. Et merci à tous pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour continuer à décrypter ensemble les clés de votre mandat d'élu CSE.